Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux conséquences de la Première Guerre mondiale et nous allons voir après les révolutions russes les conséquences de l'armistice. Alors rappelez-vous, l'armistice c'est l'arrêt des combats. Un armistice c'est quand les deux armées arrêtent de s'affronter directement, ça n'est pas encore la signature du traité de paix. Donc un armistice précède un traité de paix. Alors l'armistice, vous vous en souvenez, il a eu lieu le 11 novembre 1918. 2 jours plus tôt, le 9 novembre, le Kaiser, l'empereur Guillaume II, avait abdiqué, d'accord. Il y avait eu une révolution qui s'était produite en Allemagne, et dans toute l'Allemagne, des troubles éclatèrent. L'empereur démissionne. On a des mouvements ici ou là, des groupes nationalistes, des groupes paramilitaires, des groupes démocrates, des groupes communistes, comme ici. Et vous n'oubliez pas, les communistes sont nés en 1918. Ils rêvent de révolution russe. On est encore dans la grande vague révolutionnaire qui soulève l'Europe. Résultat, c'est une république finalement qui est proclamée dans la ville de Weimar. C'est pour ça qu'elle va s'appeler la République de Weimar. Elle va succéder au Reich. Rappelez-vous, Reich c'est le mot allemand pour empire. Et c'est elle qui va devoir signer la paix. Alors, première conséquence de l'arrêt des combats, ça va être la création de nouveaux États. Les pays vainqueurs, France, Royaume-Uni, États-Unis, vont redécouper, ils vont redessiner l'Europe. Ils vont redessiner la carte. Alors vous voyez ici l'Europe en 1914, on a les deux grands empires centraux, et vous voyez que quelques années plus tard, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu une part considérable de son territoire, toutes les zones où vivaient des Polonais, d'accord, vous voyez là, et l'Empire austro-hongrois n'existe plus. Il a éclaté, on a créé une petite Autriche pour les Autrichiens, une Hongrie pour les Hongrois, une Tchécoslovaquie pour les Tchèques et les Slovaques, la Roumanie s'est agrandie. On a pris des bouts qu'on a donnés à la Pologne qui a été créée. Et ici, on a une Estonie, Lituanie et une Lettonie qui ont été créées, les fameux pays baltes, en plus de la Finlande qui a été créée. La Russie soviétique a ses frontières stabilisées, la guerre civile est terminée, on a même signé un accord. D'accord. Elle a perdu un territoire considérable elle aussi, mais désormais, c'est un pays communiste qui fait trembler l'Europe et qui vit de son côté, mais on en parlera plus tard. Les Yougoslaves, rappelez-vous ces fameux Serbes, Croates dont je vous ai parlé, ces Slaves du sud de l'Europe, eh bien ça y est, ils ont leur État qui s'appelle la Yougoslavie. Et ils vivent dans un même pays. Donc, disparition des empires centraux, puisqu'il n'y a plus d'empire allemand, il y a une Allemagne qui est créée qui est plus petite. Notez qu'ici elle est coupée en deux. Coupée en deux pourquoi? Pour que la Pologne ait accès à la mer. Ça c'est ce qu'on appelle le corridor de Danzig. Parce que Danzig c'est le nom d'une ville qui est là, la grande ville, qui se trouve là, le grand port. Et on a un bout d'Allemagne qui est séparé du reste. Ça aura des conséquences plus tard, mais je reviendrai là-dessus. L'Empire austro-hongrois, il a complètement disparu. Et donc en 1919, on a une nouvelle Europe qui apparaît sur les ruines des anciens empires. Notez que les Français ont récupéré l'Alsace-Lorraine, qu'ils voulaient, qu'il y a un petit bout qui est parti au Danemark, un petit bout d'Allemagne qui était peuplé par des Danois. Bref, que le territoire du Reich a diminué, là où le territoire austro-hongrois a disparu. L'Empire ottoman, lui aussi, d'ailleurs, va éclater. Au Moyen-Orient, on aura la création de la Syrie, de l'Irak, et on va créer, c'est la Turquie qui va être créée à la place de l'Empire ottoman. Et toutes les possessions des Ottomans au Proche-Orient et au Moyen-Orient auront disparu. Un petit zoom rapide sur l'Empire austro-hongrois. Vous voyez là, en fait, la Tchécoslovaquie qui a été créée, d'accord ? Ici, la zone de Galicie qui est donnée à la Pologne. En vert, notez que ce sont les anciennes frontières. Vous voyez que ce puzzle a complètement éclaté et qu'on a créé plein d'États à la place. Notez que les Italiens ont récupéré quelques territoires, notamment l'Istrie ici et le Trentin. Récompense pour les Italiens de leur engagement. Une chose que vous devez savoir, ils voulaient beaucoup plus que ça. Ils voulaient beaucoup plus que ça et ils ne l'auront pas. Ça va générer des tensions. Quelques mois après l'armistice, on va officiellement signer la paix à Versailles, donc à côté de Paris. Ce sera le fameux traité de Versailles. Il a été signé le 28 juin 1919. Alors pourquoi le 28 juin? Une date symbolique. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé 5 ans auparavant, le 28 juin? Eh oui, c'était la date de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo, l'événement qui avait déclenché la Première Guerre mondiale. Donc, ça se termine officiellement 5 ans plus tard, à Versailles. Grande victoire de la France. Pourquoi Versailles? Je peux vous le dire. C'est parce que c'est à Versailles, en 1870, que les Allemands avaient proclamé la création du Second Empire.
après avoir écrasé les Français. C'est dans la Galerie des Glaces à Versailles qu'ils avaient arraché l'Alsace-Lorraine à la France et créé le Second Reich qui s'effondre à Versailles presque 50 ans plus tard. Alors vous les voyez ici, tous les pays vainqueurs, avec au centre évidemment la France représentée par Clémenceau. Vous avez derrière les Anglais, vous avez l'Américain Lloyd George qui est là, et ici vous avez le représentant du gouvernement allemand qui vient signer, donc République de Weimar, hein, le représentant, le chef de la République de Weimar, qui vient signer le traité de Versailles par lequel l'Allemagne accepte sa défaite définitivement. La paix est conclue dans la Galerie des Glaces, et je vous montre juste le préambule. C'est-à-dire le texte qui ouvre le traité de Versailles, il est très clair. Préambule, les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l'Équateur, la Grèce, Guatemala, Haïti, le Jazz, le Honduras, le Liberia, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbo-croate slovène, la future Yougoslavie, le Siam, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay. Donc d'un côté, on a tous ces pays-là, d'une part, et d'autre part, l'Allemagne. Bon, pourquoi je vous ai fait cette liste qui est interminable? C'est qu'en fait, grosso modo, vous avez quasiment tous les pays du monde d'un côté, qui sont les pays vainqueurs, et vous avez un pays vaincu, l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Empire ottoman a disparu, l'Empire d'Autriche-Hongrie a disparu, et au traité de Versailles, c'est très simple, on va dire aux Allemands qui sont les seuls responsables de la guerre, et eux seuls vont le signer. Ce qui veut dire qu'au traité de Versailles, on a quasiment tout le monde qui désigne l'Allemagne comme seul responsable de la guerre, et comme seule coupable, et qui la punit elle seule. Et c'est très clair, le but c'est de châtier, c'est-à-dire de punir l'Allemagne. Comme le disait Churchill, qui était ministre à l'époque, un ministre anglais, la nation allemande tout entière est collectivement coupable de cette guerre d'agression et devra tout entière en acquitter les frais, c'est-à-dire devra payer. Donc effectivement, le traité de Versailles, il désigne l'Allemagne comme seule coupable, mais il va beaucoup plus loin. Dans ces différents articles, hein, ils sont très longs, mais on retient quelques mesures. L'Allemagne perd ses colonies. L'Allemagne n'a plus d'armée, elle aura juste le droit d'avoir 100 000 hommes en armes, mais pas d'aviation, pas de tanks, bref, aucun équipement moderne. Pourquoi 100 000 hommes? Eh bien, c'est très simple, on estime qu'avec 100 000 hommes, 100 000 militaires, l'Allemagne n'est un danger pour aucun pays autour. Elle avait des millions d'hommes auparavant, avec 100 000, elle risque pas de menacer qui que ce soit. Et ça lui permettra simplement d'assurer la paix à l'intérieur, c'est-à-dire d'éviter une révolution ou un coup d'État. Donc l'Allemagne est désarmée et complètement rendue impuissante sur le plan militaire. De plus, l'Allemagne reconnaît qu'elle et ses alliés sont responsables de toutes les pertes et dommages. Donc on demande aux Allemands de reconnaître qui sont les seuls responsables et qui devront réparer. Et c'est dit là, les gouvernements alliés exigent que soient réparés tous les dommages causés à la population. Donc l'Allemagne va devoir payer des amendes énormes pour réparer les dégâts, les destructions de la guerre. Alors ça, les Allemands vont très mal le vivre. Parce que vous pouvez voir cette caricature, d'accord, qui date, qui est un peu avant la signature du traité de Versailles. Bon, ben, on y voit Lloyd George l'anglais, Clémenceau le français et Wilson l'américain, qui emmènent un Allemand à la guillotine. En clair, le traité de Versailles, c'est la fin de l'Allemagne, c'est la pire humiliation, etc. Alors vous demandez sans doute si le point de vue allemand est légitime. Il est exagéré de dire que l'Allemagne était totalement responsable, mais l'Allemagne était principalement responsable de ce qui s'était passé. Pourquoi? Par ce que je vous ai expliqué, sa politique de course à la puissance et d'armement dans toute l'Europe qui ont quand même entraîné la guerre. Même si d'un autre côté, le système d'alliance et l'attitude de la Russie à se précipiter dans la guerre n'ont rien aidé. Donc il faut faire la part des choses quand même. Alors le président américain, c'est Woodrow Wilson, c'est lui. Il avait des idées concernant l'avenir de l'Europe. Et c'était un homme, on disait qu'il était assez idéaliste. Un idéaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des grandes idées, qui rêve de grandes idées, sans forcément voir la réalité. Mais il avait fait un discours en janvier 1918 au Congrès américain, quand les Américains, rappelez-vous, ils s'engagent en 1917, et pour motiver à la fois les sénateurs, les députés américains et la population, il va faire un grand discours où il dit voilà, j'ai 14 idées, ce qu'on a appelé les 14 points de Wilson, qui devront assurer la paix dans le monde une fois la guerre terminée. Il est convaincu de la victoire des Américains, des Français et des Anglais. Donc voilà, c'est un peu son programme d'engagement.
Donc négociation de paix, liberté de navigation, liberté du commerce, etc. Évacuation de la Russie, évacuation et restauration de la Belgique. Sous-entendu, les Allemands devront quitter la Russie, devront quitter la Belgique. Retour de l'Alsace-Lorraine à la France. Changement des frontières italiennes selon les limites de nationalité, c'est-à-dire les Italiens qui vivaient dans l'Empire d'Autriche-Hongrie reviennent à l'Italie. Autonomie des peuples de l'Empire austro-hongrois, donc les minorités nationales doivent avoir leur pays. C'est ce qui va avoir lieu, hein, l'Empire va être éclaté. Évacuation de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, selon 3 pays où les armées austro-hongroises et allemandes étaient présentes, donc elles devront les quitter. Limitation de la souveraineté ottomane aux seules régions turques, ça veut bien dire. Les Turcs devront quitter le Proche et le Moyen-Orient où vivent les Arabes pour revenir uniquement en Turquie. Donc ce sera la création de la Turquie. Création d'un État polonais avec libre accès à la mer. Ben, ça c'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire le petit couloir, le corridor de Danzig. Et création de la Société des Nations. Alors qu'est-ce que c'est que cette Société des Nations? Eh bien on va voir ça tout de suite. Je vous montre juste une caricature de l'époque. Après le discours, il y a un Américain qui a fait paraître dans un journal une caricature où on voit là l'empereur Guillaume et c'est marqué « Is the only way out, William ?» Sous-entendu, c'est la seule porte de sortie, la seule sortie. Vers quoi? Vers la paix. Et William, c'est Guillaume. Hein. Donc toi, l'empereur Guillaume, il va falloir que tu avales les 14 points de Wilson si tu veux aller vers la paix. Et finalement, ces 14 points, on les retrouve dans le traité de Versailles. Vous pourrez les relire. Regardez ce que je vous ai dit de Versailles, vous verrez. Tout ça va être retrouvé, et y compris la création de la Société des Nations. Alors, qu'est-ce que c'est que la Société des Nations? Ben, c'est très simple. L'idée de la Société des Nations, c'est de créer une organisation internationale qui est pour but de faire la paix. Donc, elle doit réunir les pays d'Europe et les États-Unis, et en fait, c'est l'ancêtre de l'ONU. Alors, vous constatez que cette carte du monde, les couleurs doivent vous paraître bizarres. Bon, vous avez deviné, hein. Tout ce qui se situe comme ça en bleu, ce sont des colonies, d'accord? Et donc, vous avez de toute façon la moitié des États qui ne sont pas indépendants, donc ça concerne surtout les États européens, d'accord? Et aussi les États d'Amérique latine. Et si vous regardez ça, bah, c'est très simple. La Société des Nations, elle va regrouper le Canada, l'Angleterre, la France, un peu les pays baltes, et petit à petit, il y a plein de pays qui vont la quitter. Pourquoi ils vont la quitter? Bah, parce qu'en fait, elle va être impuissante, elle n'aura aucun pouvoir. Ce sera simplement une organisation où les pays pourront discuter, mais on pourra rien faire pour empêcher une guerre. Et pourquoi? Ben, principalement parce que là, vous le voyez, en gris. Les Américains sont en gris. On regarde la légende. État qui n'a jamais adhéré à la SDN. Ben, c'est très simple. Le président Wilson a tout fait pour qu'il y ait une Société des Nations qui soit créée. Et quand il retourne aux États-Unis, ben, c'est très simple. Les députés américains lui disent on n'en veut pas. Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce qu'ils ne veulent pas être mêlés aux affaires européennes, ils ne veulent pas être entraînés dans une guerre malgré eux, etc. Bref, les Américains n'entreront pas à la Société des Nations, alors que c'est leur propre président qui a insisté pour qu'elle soit créée. Donc cette Société des Nations, ça devient quoi? Eh bien, tout simplement, ça devient un club de pays européens, et je peux vous assurer que les Allemands, ils ne sont pas du tout ravis d'en faire partie, et ils la méprisent. Et aucun de ces pays européens ne se donne les moyens de contraindre les autres. Résultat, la Société des Nations, c'est un cercle de discussion qui sera condamné à l'impuissance. Elle sera incapable de résoudre des futurs conflits qui éclateront dans les années 20 et surtout les années 30. Mais on en parlera beaucoup plus tard. Donc, voilà un peu les 3 grandes conséquences de la fin du conflit. Alors, le texte principal à le retenir, bien sûr, c'est le traité de Versailles, le 28 juin 1919. Mais il ne faut pas oublier la création des nouveaux États. D'accord? Le traité de Versailles en lui-même, qui fait payer des réparations de guerre à l'Allemagne, qui réduit son armée, qui démilitarise la Rhénanie, c'est-à-dire qui empêche les Allemands d'avoir des soldats en armes le long de la frontière avec la France et la Belgique. D'accord? La Rhénanie, c'est la zone du Rhin, et ce fleuve, le Rhin, c'est lui qui fait la frontière avec l'Allemagne et la Belgique. Donc, interdiction aux Allemands d'avoir des soldats ici, et perte de l'Alsace-Lorraine, perte des colonies, et elle se retrouve aussi, cette Allemagne, coupée en deux par ce corridor de Danzig. Alors les Allemands, comme je vous ai dit, vont très mal le vivre, et ils vont surnommer ce traité le diktat. Dans diktat, vous entendez dictature, c'est-à-dire quelque chose qu'on vous a imposé par la force. Afin d'éviter une nouvelle guerre, on crée une société des nations, mais elle sera impuissante. Donc voilà, j'espère que c'est clair, et je vous remercie de m'avoir écouté.